Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Je suis Éric Dinquian, professeur et responsable des masterclass à l'école et je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu Robin-Prévalé, responsable pédagogique de notre filière animation et jeux vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler écriture dans le domaine du jeu vidéo avec notre invitée Sarah Beaulieu. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir, je suis ravie d'être là. Alors bonsoir Sarah, nous sommes fiers de vous accueillir ce soir pour cette masterclass C3IS dédiée aux jeux vidéo mais aussi au scénario, à l'écriture sous toutes ses formes et au rapport entre la narration et les nouvelles technologies et les nouveaux médias. Alors Sarah, vous avez un parcours impressionnant, narrative designer pour Beyond Good and Evil 2, puis narrative director sur Assassin's Creed Mirage. Vous êtes scénariste, écrivain, script doctor, dramaturge. Vous avez 2 pièces à votre actif. Vous venez de publier un ouvrage sur le storytelling appliqué aux nouvelles technologies. Vous êtes aussi enseignante, conférencière, et vous avez été mentor dans le cadre de la Biennale de Venise pour les projets transmédia et réalité virtuelle. Donc une première question s'impose qui va intéresser tous les étudiants. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Quelle formation, quel parcours avez-vous effectué? Et quelles ont été vos premières expériences professionnelles? Alors moi j'ai fait la fac, tout simplement. J'ai commencé par une fac, donc études cinématographiques et audiovisuelles à Lyon 2 à l'époque. Donc ça c'était juste après le bac. Juste après ça, je suis rentrée, j'ai commencé à travailler comme script doctor. Donc pour le coup, je travaillais plutôt pour des productions ou pour des réalisateurs ou scénaristes indépendants qui avaient besoin d'aide pour restructurer leur scénario, on va dire ça comme ça. Donc je suis montée à Paris pour ça. Mais étant très 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 lyonnaise et très attachée au réseau lyonnais, je suis vite redescendue à Lyon. Et j'ai commencé à travailler à ce moment-là dans le théâtre, donc à travailler majoritairement, je voulais travailler avec les comédiens et apprendre à mieux écrire des dialogues. Donc j'ai commencé à travailler à cette époque-là sur une pièce, voilà, un peu par hasard. Je voulais être assistante metteur en scène, on m'a dit on cherche pas de metteur en scène, par contre on veut des nouvelles pièces, donc j'ai écrit une nouvelle pièce. Et puis après ça, j'ai commencé à me poser des questions sur la suite parce que je vivais pas du tout de ce que je faisais, donc de l'écriture. Je pense qu'en 8 ans, j'ai gagné 300 €, tout mis bout à bout, hein, à peu près. Donc ça fait toujours un peu peur, mais c'est vrai, il faut le dire. Donc j'ai beaucoup galéré ces époques-là, et puis je me suis dit, il faut que je reprenne des études. Donc j'ai refait un master en écriture interactive et transmédia à Lyon 3, qui était un master très très théorique pour le coup, mais comme j'avais déjà du bagage derrière, même si c'était beaucoup de bagages bénévoles, j'avais aussi du bagage en réalisation, donc j'avais fait beaucoup de courts-métrages, etc. Et à ce moment-là, je suis partie dans un premier studio, j'ai commencé à enseigner le jeu vidéo, j'ai commencé à grimper vite fait voilà, quelques échelons, et puis d'un coup c'est parti, j'ai sauté beaucoup de marches d'un coup, et je me suis retrouvée là où je suis maintenant, où là maintenant j'ai la chance de vivre de mon métier très, très correctement. Mais voilà à peu près le parcours très résumé. Parfait. Et donc, votre première expérience dans le jeu vidéo, c'est Détective Jackie, donc développé par Old Skull Games. Quel a été en fait, votre travail sur ce premier jeu? Ouais, alors c'est un jeu qui encore maintenant est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un petit jeu mobile. Voilà, c'était mon premier projet avec un studio. Donc à ce moment-là, je sors de master, j'avais fait quelques stages et je me retrouve donc, je réponds à une annonce de mémoire pour un studio lyonnais, donc Old Skull Games, qui ne m'engage que parce que j'ai un bagage de script doctor, mais dans le cinéma. Donc eux, ils ont besoin, en fait, à ce moment-là, le jeu existe déjà, le jeu est terminé, et l'éditeur est pas ravi parce qu'a priori, ça fonctionne pas exactement comme ce qu'ils voulaient, et donc ils veulent restructurer l'histoire, refaire un petit peu l'ensemble du... Et donc ils décident d'engager quelqu'un qui a ce bagage-là, et je me retrouve donc dans ce studio-là, et c'est les premiers qui m'ont donné ma chance dans le jeu vidéo, vraiment. Et là, je découvre le métier de narrative designer, donc qui est différent de celui de scénariste pour le jeu vidéo. Et je fais ce travail de scénario avant tout, donc avec une co-scénariste, Mado, si elle m'entend. Et donc, on fait ce travail à deux, de restructurer entièrement le scénario et de revoir entièrement la structure et les personnages et les dialogues. Donc, c'était un gros travail, tout en respectant un budget qui était déjà quasiment entièrement dépensé. Donc, c'était ma première expérience dans le jeu vidéo. Et après ça, voilà, il y en a eu d'autres. Après cette expérience, vous entrez très très vite dans le monde du triple A. Est-ce que vous rejoignez donc l'équipe d'Ubisoft pour ce jeu qui s'appelle Beyond Good and Evil 2 qu'on a cité en ouverture de Masterclass? Alors, pour résumer, c'est quand même Beyond Good and Evil 2, c'est l'une des grandes arlésiennes du jeu vidéo. Donc, c'est la suite du premier opus Beyond Good and Evil qui a été édité en 2003.
Ce jeu, cette suite a été annoncée en 2017 et c'est un jeu qui est toujours en développement. Comment donc vous avez intégré cette équipe qu'on imagine énorme et quel a été votre rôle sur ce projet? Alors oui, à ce moment-là, donc moi je partais d'Old Skull Games où j'avais passé quelques mois pour travailler sur Détective Jackie donc et il y a cette offre qui tombe alors un peu par hasard là j'en parle très rapidement mais je dis toujours que pour avancer dans ces métiers-là, il faut du travail, beaucoup de travail, il faut du réseau mais le réseau ça se construit sur la longueur. Moi ça m'a pris plus de 15 ans et puis de la chance. Et là c'était un coup de chance puisque un ami comédien, donc voilà mon réseau de comédiens lyonnais me dit «Ah, mais j'ai une amie qui est concept artiste chez Ubisoft, à Ubisoft Montpellier, en l'occurrence, c'est développé là-bas. Et donc, est-ce que tu veux que je lui dise que voilà, tu es là, tu es disponible, et puis qu'éventuellement, tu pourrais rentrer là-bas?» Oui, et il s'est avéré que Marie, donc de son prénom, a eu exactement la même expérience quelques années avant. Quelqu'un a fait passer son CV à la bonne personne, donc elle s'est dit je vais faire la même chose. Et donc elle a passé mon CV à quelqu'un qui, pour le coup, ne cherchait vaguement une scénariste pour rejoindre l'équipe de Beyond Good and Evil 2, a vu mon CV, ça lui a parlé et il s'est dit bon bah allons-y. Et donc ils m'ont donné ma chance aussi. Alors ça se fait pas comme ça évidemment, c'est pas magique. Il y a eu des tests d'écriture et puis beaucoup d'entretiens, beaucoup d'entretiens. Mais donc je suis rentrée sur un test d'écriture un peu rigolo sur Beyond Good and Evil 2 comme scénariste. Voilà. Donc là c'était vraiment un travail majoritairement sur ce qu'on appelle le world building, donc la construction de l'univers fictionnel, aussi comment euh, travailler sur la matière qui existait déjà et puis on va dire la synthétiser et la remettre en forme pour que toute l'équipe puisse avoir accès à ce travail-là. C'est pas évident parce que c'est un univers qui est très riche et très complexe et qui est encore effectivement en développement. Donc voilà, c'était ma première expérience dans l'industrie du AAA qui n'a absolument rien à voir avec le petit jeu mobile d'avant et qui n'a rien à voir avec d'autres jeux sur lesquels j'ai travaillé après, mais c'est un monde tout à fait différent, le AAA. C'est oui, Donc une autre justement, planète. justement pour rebondir, donc là, une équipe beaucoup plus importante. Donc vous dites en fait, je crois, sur votre site, que vous développez des outils narratifs en fait à destination de l'équipe, si j'ai bien compris, et vous parlez de story shots. Et donc en fait, en quoi ça consiste? Alors, c'est pas un outil narratif, c'est vraiment un grand mot, mais disons que c'était donc j'arrive sur cette équipe là et donc une équipe que voilà encore maintenant je remercie de m'avoir fait confiance et donc j'arrive sur ce projet-là et donc il y a tout un univers qui est déjà développé, qui est déjà proposé sur des espèces de wiki si vous voulez voilà en ligne et les gens peuvent consulter ça, les gens dans l'équipe, mais on se rend compte dans l'équipe narrative et un peu au-delà qu'il y a un manque de... Les gens vont pas consulter un wiki, c'est très froid. Il y a un problème de communication sur ce qu'on est en train de faire, etc. Donc cette petite idée, qui c'est pas un outil narratif, mais c'est quelque chose que j'ai gardé sur d'autres projets après, ce que j'ai appelé les story shots, pour reprendre l'idée d'un coffee shot, donc en gros un shot de café. C'est que tous les matins, vers 10 heures du matin, parce que je me lève pas très tôt, moi, à 10 heures du matin, j'envoyais une petite histoire qui était basée sur un élément de world building ou sur un élément de gameplay pour que ça inspire les équipes à tous les niveaux et qu'elles comprennent au fur et à mesure avec ces petits story shots comment le monde fonctionnait, le monde de Beyond Good and Evil 2. Donc c'était une tentative de communication autour de pas seulement la narration mais aussi de toutes les autres équipes qui travaillaient sur le world building, sur le gameplay, etc. Et ça plaisait bien. Il y avait des illustrations, donc à chaque fois un concept art qui accompagnait ça. Et sur d'autres équipes, j'ai remis ça en place avec l'aspect son aussi, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un petit son. J'aime beaucoup le world building sonore, moi. Donc, comment, par exemple, si vous imaginez que vous êtes sur une planète que vous avez créée, si vous êtes sur cette planète-là, que vous fermez les yeux, quel son vous entendez? Et ça, c'est du world building sonore, donc travailler avec le son. Et donc, je proposais aussi aux sound designers sur d'autres projets de faire ça en son. Et donc, du coup, ils avaient leurs petites histoires, le visuel, le son, et ça parle à tout le monde à un niveau ou à un autre, et ça aide et ça inspire. Et bref. Voilà. Donc c'est pas vraiment un outil, c'est une forme de communication que j'aime beaucoup utiliser maintenant encore. On va avancer dans vos projets, puisque là, vous avez abordé Assassin's Creed, c'est l'un des plus gros projets sur lesquels vous avez travaillé, donc toujours pour Ubisoft. Vous rejoignez l'équipe de l'opus qui s'appelle Mirage, et vous êtes narrative director dans ce nouveau volet. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu d'aventure et d'infiltration qui nous plonge à Bagdad en 861. J'ai une double question à vous poser pour aborder Assassin's Creed pour commencer. La première, je me mets à la place d'un étudiant ou d'une étudiante à l'école, c'est comment on fait
pour arriver à la tête de l'écriture d'un projet aussi énorme sur une franchise aussi connue? Ça, c'est la première partie de la question. Et ensuite, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est le travail du narrative director, parce que c'est un poste qui est encore différent? Oui, alors la première réponse, alors ça va être rapide, mais en fait c'est toujours compliqué d'expliquer comment est-ce qu'on en arrive là, mais j'ai un peu expliqué le parcours au début. Mais donc là, à ce moment-là, moi donc je suis sur Beyond Good and Evil 2, je décide de partir d'Ubisoft pour plein de raisons juste après le Covid. Et pendant 6 mois, je fais plein d'autres choses, dont la Biennale de Venise, dont des projets en VR, dont des jeux indépendants, etc. Et puis 6 mois, voilà, 6 mois après Ubisoft Montpellier, Ubisoft Bordeaux m'appelle et me propose de passer un entretien pour un poste qui était à l'époque un poste de directrice narrative associée. Donc il y avait déjà, donc c'était pour travailler sur Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, l'opus précédent. Et à ce moment-là, donc il y avait déjà un narrative director, donc un directeur narratif à Montréal sur Valhalla, et donc on me propose finalement de diriger donc faire la direction narrative d'un DLC, voilà, un DLC de Valhalla. Et donc je dis je sais pas, parce qu'à ce moment-là je suis très bien dans le milieu indépendant, je travaille sur un jeu que j'aime beaucoup, j'ai très peur de retourner dans le milieu du AAA, je sais pas du tout à quoi m'attendre, et en même temps je me dis bon, c'est Assassin's Creed sur un CV, le DLC en tant que directrice de la narration sur un DLC, c'est super, bon, donc j'y vais. Et donc, au bout de quelques semaines, on est déjà en pleine réunion. Le projet a même pas commencé à ce moment-là. Et on commence à développer quelque chose. Et on se dit, mais en fait, on veut pas faire un DLC, on veut proposer un opus original. Donc, un nouveau jeu, finalement. Donc, on pitch ça voilà, à l'édito. Donc, bref, en haut, on va dire ça comme ça. Et c'est accepté et c'est reçu. Et donc, du coup, on commence à travailler sur Assassin's Creed Mirage, qui n'est pas donc du tout un DLC, qui est un jeu par entière qui nous a pris 3 ans de développement et qui est un jeu, oui, un jeu avec un personnage de Valhalla qu'on a repris. Et on voulait aussi retourner aux sources d'Assassin's Creed, donc là, en l'occurrence à Bagdad, mais avec des paysages, en tout cas une imagerie que les fans reconnaissent bien dans les premiers Assassin's Creed. Bon. Et donc, c'était les 15 ans de la franchise, c'était une bonne occasion. Et là, du coup, de facto, je me retrouve projetée bah, au poste de narrative director sur un jeu à part entière, donc beaucoup plus long et beaucoup plus dense que prévu, et surtout beaucoup plus de responsabilités. Donc j'en parlais vite fait tout à l'heure, mais le travail, évidemment, le réseau, mais la chance, et là, c'est aussi un coup du sort qui fait que ça s'est transformé en ça. J'aurais pu être donc la directrice narrative d'un DLC de Valhalla, mais je me retrouve sur Mirage. Et là, j'ai eu très très peur. Vraiment, honnêtement, j'ai eu très très peur. Je peux le dire maintenant, mais parce que je me suis dit très bien, je n'ai jamais pris cette position-là. Et donc, ça fait la transition vers les responsabilités. Qu'est-ce que c'est d'être directeur de la narration ou directrice de la narration sur un opus comme voilà, Mirage, ou en tout cas sur une grosse franchise AAA? Alors, on a plein de responsabilités, mais donc la manière dont c'est structuré à Ubisoft et dans la plupart des studios de jeux vidéo, c'est donc on va avoir un directeur créatif ou un game director, ça dépend comment on les appelle, qui est un peu l'équivalent du réalisateur pour le cinéma, donc il chapeaute un peu l'ensemble. Et puis on a des directeurs par département. Plus le projet est gros, plus il y aura de directeurs et plus il y aura de départements. Et donc mon département à moi, c'était la narration. Il y a évidemment un département game design, un département world, un département audio, un département réalisation, etc., etc. Et donc, on se retrouve à gérer une équipe qui va être dédiée à la narration, en l'occurrence. Donc, moi, j'avais 9 scénaristes et 3 ou 4 narrative designers, je ne sais plus, 2, 3, 4. Ça dépendait des moments. Donc, voilà, mon équipe cœur, c'était les scénaristes. Et évidemment, on travaille un peu de concert avec tous les autres directeurs. Donc, il faut qu'on s'aligne chacun sur nos visions. Le directeur créatif va avoir le rôle de chapeauter tout ça, mais aussi d'avoir une vision globale pour mettre un petit peu d'accord tout le monde. Et puis chaque directeur va avoir ce qu'on appelle des piliers dans le jeu vidéo, c'est-à-dire en général 3 piliers par département. En l'occurrence, par exemple, pour la narration, moi, mes piliers, donc, que j'avais évidemment travaillé, proposé, fait valider, c'était la tragédie shakespearienne, une ville, une centaine d'histoires. Et le troisième, c'était character driven. Ça veut dire qu'en gros, on va se concentrer sur le personnage avant tout et sur ce qui lui arrive, et notamment sur son on va l'appeler conflit intérieur. Donc, conflit interne. Et donc, du coup, voilà, je me retrouve donc avec cette équipe de scénaristes. L'idée, c'est qu'évidemment, il faut écrire toute l'histoire principale. Mais la narration dans le jeu vidéo, c'est pas que l'histoire, parce que des fois, il n'y a pas d'histoire dans un jeu. Donc, on va aussi évidemment travailler avec toutes les autres équipes. Alors, évidemment, la réalisation, l'audio, le chara design, l'environnement, enfin, donc le level design aussi, le world, etc., pour travailler de concert et faire quelque chose qui fait du sens.
Et évidemment la partie aussi game design, qui même si sur ce projet-là, c'était pas vraiment le cœur de notre collaboration, mais en tout cas, on a beaucoup fait de travail de narrative design, c'est-à-dire faire en sorte que les mécaniques au maximum de jeu supportent la narration, enfin soutiennent, pardon, je fais du franglais, soutiennent la narration et inversement. Donc le travail de narrative design qui est vraiment à part, c'est aussi une responsabilité. Donc toute la partie histoire, toute la partie narrative design, le dialogue avec les autres directeurs, tout ce qui est évidemment la partie que vous connaissez tous beaucoup mieux, casting, enregistrement des voix, donc doublage, et puis donc la réalisation, donc il y a un directeur réalisation, mais on travaille aussi ensemble, on travaille aussi avec le directeur animation, voilà, pour être sûr qu'on fait les bonnes choses au bon endroit, au bon moment. Donc voilà, c'est énormément de responsabilités différentes et sur la longueur. Et puis des fois, il y a des petites responsabilités qui se rajoutent. Par exemple, ma grande marotte, c'était, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les Easter eggs dans le jeu vidéo. Voilà, c'était ma terreur. Mais en fait, sur un jeu où on est à une pointe de production à 600 personnes, c'est très très compliqué de savoir qui met des Easter eggs dans le jeu. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Easter egg, c'est des petites références à la culture populaire en général qu'on va glisser dans le décor ou dans... Voilà. Sauf que moi, j'avais très à cœur d'avoir un épisode, et Mirage, pour ça, on a fait très attention. Un de mes piliers, c'était la tragédie shakespearienne. Je voulais éviter, même si on a des moments d'humour, d'avoir de ce qu'on appellerait en anglais goofy, des moments goofy, donc un peu absurdes, mais absurdes dans vulgaire. Voilà. Je voulais surtout pas de ça. Et donc, du coup, j'avais très peur qu'il y ait des easter eggs qui se faufilent là et qui justement desservent un petit peu ou cassent ce pilier-là. L'idée d'un pilier, c'est que ça nourrit les autres, mais surtout, ça évite de se décaler trop de la vision principale, notamment la vision narrative. Et donc, du coup, j'avais cette responsabilité-là de vérifier avec le reste de l'équipe, notamment narrative, s'il n'y avait pas des easter eggs qui s'étaient glissés à droite ou à gauche. Donc ça, c'est des petites choses, mais voilà, c'est très transversal comme métier. Et puis surtout, c'est beaucoup de responsabilités aussi, on va dire morale, parce qu'il y a une communauté derrière de joueurs, et puis il y a une communauté qui vient de ce pays-là, en l'occurrence, ou en tout cas du Moyen-Orient en général, qui nous attendait beaucoup sur le respect de la culture et sur voilà, ce genre de détails, qui ne sont pas des détails, en fait, qui sont cœur. Voilà. Quel a été le poids au départ du cahier des charges? Parce qu'il y avait avoir plein de contraintes qui étaient prédéfinies. Et comment vous avez réussi à naviguer autour de tout ça? Voilà. Alors les contraintes, il y en a beaucoup, mais la première contrainte, c'est évidemment la licence. Donc on a un lore, donc l'univers, si vous voulez, à respecter. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme de lore, c'est l'univers de la licence en l'occurrence, qui est déjà très très riche. Donc ça, c'est la contrainte principale, honnêtement, parce que moi, quand je suis arrivée, je connaissais très bien Assassin's Creed, mais je connaissais pas bien le lore. Voilà. Donc c'est impossible de rattraper en un mois, parce qu'on phase de conception au début, avant de rentrer en pré-prod, puis en prod, etc. C'est impossible de rattraper ça. Donc j'ai fait un choix dont on pourra peut-être parler pour essayer de respecter au maximum le lore sans le détruire. Donc rajouter des choses plutôt qu'essayer de coller à ce qui existait déjà, parce que je ne connaissais pas tout. Donc ça, c'est la première contrainte, et c'en est une énorme. La deuxième, c'est évidemment le temps de production, parce qu'on est sur ce qu'on appelle un time to market, c'est-à-dire qu'on sait dès le début à quel moment le jeu est censé sortir. Et donc là, il faut qu'on rentre dans la timeline, en fait. Et ça, c'est pas toujours... Enfin, c'est même très, très compliqué. On a heureusement des producteurs qui sont là, et c'est leur travail pour essayer de séquencer notre boulot à tous. Voilà. Donc on a chaque département a son ou ses producteurs qui travaillent sur, à tel moment il va falloir qu'on fasse passer le casting, ça veut dire qu'à tel moment il faut qu'on verrouille les dialogues, à tel moment il faut que, etc. etc. Donc la timeline est une énorme contrainte sur ce genre de jeu. On a évidemment des contraintes moteurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Des contraintes évidemment qui vont entacher, même si c'est un peu négatif, évidemment l'aspect graphique, évidemment l'aspect animation, évidemment l'aspect... Bon. Donc tout ça, c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte. Il y a des moments où on va aller voir le département anime pour avoir une anime spécifique. On dit non, ça va me prendre 3 mois, et là, je ne peux pas, en fait. J'ai pas le temps, je ne peux pas le faire. Donc c'est aussi apprendre à réutiliser ce qu'on a déjà dans le moteur, parce que c'est un moteur maison qu'on utilise. Donc ça, c'est des contraintes qui sont, mine de rien, pas évidentes du tout. Et puis les contraintes qui sont inhérentes au fait qu'on travaille sur une licence qui, derrière, va être marketée d'une certaine manière, que c'est une licence qui est attendue, qu'il y a une communauté de fans, etc. Et mine de rien, la communauté de fans, elle est là, elle existe, et il faut qu'on la respecte aussi de la meilleure des manières possibles. Et donc, ça aussi, c'est une contrainte.
Il y a, dans le jeu vidéo, on fait beaucoup de playtests, comme on fait des screen tests dans le cinéma, mais c'est un peu, dans le jeu vidéo, c'est très important, puisqu'il y a l'aspect interactif qui rentre en compte. Donc il y a beaucoup de playtests, de retours de joueurs qu'il faut qu'on prenne en compte si on peut. Mais des fois, encore une fois, le temps joue contre nous et il faut qu'on avance dans tous les cas. Donc ça, on ne pourra pas le faire, même si on a conscience que c'est un problème, etc., etc. Donc les contraintes, il y en a pléthore. Honnêtement, là, c'est juste les plus grosses, mais il y en a, et puis il y en a qui, au jour le jour, il y en a qui arrivent. C'est sans cesse. Puis il faut les régler sur le moment. Comment vous gérez en fait au niveau en tant que narrative directeur en fait les relations entre l'histoire générale, vraiment ce qui est macro, et puis en fait des choses beaucoup plus précises dans le jeu, dans le gameplay, le micro en fait la narration au niveau Oui. plus granulaire. Alors donc la partie macro. C'est-à-dire l'histoire, on va appeler ça la partie macro, l'histoire, les piliers, etc. Tout ça, on va vraiment les définir au maximum en phase de conception. Donc on a, encore une fois, dans le jeu vidéo, conception, pré-production. La conception, ça va être vraiment poser les piliers, poser tout ce qui va faire le jeu au final. Ensuite, on va rentrer en pré-prod, c'est-à-dire le moment où on va commencer à valider les budgets, etc. Ensuite, vraiment la production, qui est telle que vous la connaissez, je pense, plus dans le cinéma. Donc là, vraiment le moment où on fait les choses. Et ensuite, on a la partie debug, etc. Et le closing. Enfin bon. Et donc, du coup, dans la partie conception, on va fixer vraiment tout ce qui est macro, donc l'histoire, les grandes arches, etc. Et ensuite, on va rentrer de manière granulaire dans le micro, notamment sur l'écriture des scènes. Typiquement, alors moi, j'avais 9 scénaristes, et puis j'avais des scénaristes donc, à Singapour, à Montréal, à Londres, à Sofia. Et donc, je leur donnais, en fait, un petit peu comme on donnerait à un scénariste une scène à écrire. On dit, voilà, ça marche un petit peu comme une série télé, si vous voulez, sur le fonctionnement en tout cas. Il y aurait une writer's room, on discute avec ce qu'on appelle les lead writers, donc les scénaristes principaux, voilà, entre guillemets, qui eux ont à charge aussi les scénaristes en dessous, donc ça nous permet d'être un peu plus en cascade comme ça. Et donc on discute ensemble de ce qu'on va faire, de ce qu'on va raconter, et puis ensuite on définit, voilà, toi tu fais telle partie du jeu, telle scène, tel machin, et on dispatche sur les scénaristes comme ça. Donc après il y a tout un travail beaucoup plus micro de relecture, de réécriture, de re-relecture, de réécriture, etc. Et donc, comment on gère au quotidien? Une fois que la partie macro est posée, on espère qu'on ne va pas revenir dessus, parce que ce qui arrive aussi des fois, c'est que les autres départements vont influencer le nôtre. Partie narrative qui est souvent, en plus, la dernière roue du carrosse, donc on ne se doute pas à quel point ça peut impacter la narration quand on change un élément de gameplay, alors qu'en fait, si. Voilà, on a eu un exemple sur Mirage où à un moment donné, il y a eu une feature, donc un élément de gameplay qui a été rajouté, très important pour le joueur, donc qui a été rajouté tardivement, et sauf qu'on avait déjà toute l'architecture, on va dire ça comme ça, de l'histoire, et on savait à quel moment éventuellement on pouvait introduire cette mécanique, mais il fallait l'introduire aux joueurs à un moment signifiant, il fallait qu'on la justifie d'un point de vue narratif, et on n'a pas réussi, parce que c'était trop tard en fait. Donc on a ce moment dans le jeu où cette mécanique arrive, nouvelle mécanique est introduite aux joueurs, et on a essayé de se rassurer, nous, en inventant un petit peu la justification derrière ça, en se disant ça peut tenir, mais on ne pouvait pas l'expliquer. Donc nous, on a l'explication, mais on n'a pas pu l'intégrer dans le jeu. Et c'était trop tard. C'était beaucoup trop tard. Et puis de toute façon, la réalisation était déjà en marche. En tout cas, voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver, qui sont des détails entre guillemets micro, mais c'est pas micro, c'est des détails qui arrivent au dernier moment et qui se rajoutent un peu là. Et voilà. En fait, c'est la grosse différence entre le cinéma et le jeu vidéo, c'est que le cinéma, la production cinématographique, elle est linéaire. Vous commencez par écrire votre scénario, après vous réalisez, après vous montez, et après vous êtes là à regarder le film. Dans le jeu vidéo, ça va être extrêmement itératif, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par le scénario, mais vous pouvez aussi commencer par le world building, par une mécanique, par plusieurs mécaniques, et ensuite les autres vont se greffer dessus, et puis on va itérer, donc on va revenir sur l'histoire, puis on va revenir sur les mécaniques, puis on va revenir sur... Et c'est sans cesse comme ça. On va écrire des morceaux d'histoire, on va revenir sur le début, on va réécrire la fin, mais tout ça pendant que la production est en marche. C'est comme si vous tourniez et vous écriviez en même temps, en fait. Donc, à part quelques réalisateurs un peu fous, ça se fait pas dans le cinéma pour plein de raisons. Et le jeu vidéo fonctionne majoritairement comme ça. Et en plus, quand il y a des playtests, on rajoute une phase d'itération supplémentaire. Voilà. Donc c'est un basculement constant entre macro et micro. En tant que narrative director, vous avez également supervisé l'enregistrement des dialogues avec les comédiens. Comment vous intégrez ce travail avec les comédiens dans votre travail d'auteur de jeux vidéo? D'un point de vue vraiment très personnel. Moi qui ai grandi, entre guillemets, en tout cas dans ma vie artistique avec le cinéma et le théâtre, je ne peux pas concevoir d'abandonner le texte, c'est pas possible.
Déjà parce que s'il faut le réécrire au débeauté, comme ça peut arriver dans des sessions de doublage, je veux pas que ce soit le kidam qui connaît pas du tout l'histoire qui réécrit un truc. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut qu'au moins il y ait un des scénaristes qui soit sur place. Si c'est pas moi, c'est au moins un des scénaristes. Donc ça, c'est la première chose. Au-delà vraiment de l'aspect très personnel. Et la deuxième, c'est que vraiment, il y a ce besoin dans une session de doublage, et ça, c'est assez difficile pour les comédiens en jeu vidéo. On va enregistrer, déjà, il n'y a pas d'image, quasiment jamais. Donc, ils n'ont aucun référentiel visuel. Et ensuite, il faut que la personne qui dirige sache à la seconde près ce qui se passe avant le moment qu'on va enregistrer, parce qu'on enregistre tout dans le désordre. Dans le cinéma aussi, évidemment, sauf que dans le cinéma, déjà, il y a des références visuelles. Souvent, on est sur un plateau ou sur un décor naturel, donc on sait où on est, on sait à quelle scène on est, on sait à peu près où on se situe. Sur un jeu de 30 heures, le comédien, il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qui s'est passé avant, il s'en rappelle plus, il n'a pas tout le texte, des fois il l'a même jamais lu, puisqu'on lui fait enregistrer certaines scènes sans qu'il ait encore les scènes précédentes. Donc tout ça, la seule personne qui sait, c'est le directeur ou la directrice narrative. Donc moi, si je ne peux pas être là, on peut se retrouver avec des incohérences énormes, ne serait-ce qu'en termes d'intention, donc intention de jeu. Parfois, c'est une bête question de souffle, c'est-à-dire que là, le joueur vient de passer un moment de gameplay, on sait qu'on a un moment de gameplay où le joueur va courir pendant 10 minutes, on s'arrête, on a une cinématique, par exemple, et là, le personnage est tout à fait tranquille et hop, tout va bien. Non, il faut qu'on montre que tu viens de courir pendant 10 minutes parce qu'on sait qu'en gameplay, ça va arriver. Ça, je parle des cinématiques, mais c'est vraiment un seul aspect. Il y a tout ce qui est dialogue in-game, donc hors cinématique. Tout ça, c'est aussi des questions d'intention. À ce moment-là, où est-ce qu'on en est exactement? Puis des fois, on a différentes intentions sur certaines scènes, puisque la scène peut arriver à différents moments de gameplay. On est dans un open world, donc un monde ouvert, donc tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc ça, il faut le savoir et il faut pouvoir le communiquer aux comédiens. Donc, au-delà du fait que je ne lâche pas, moi, la direction d'acteur, c'est vraiment un des aspects que je préfère et que je connais le mieux. Donc, pour toutes ces raisons-là, je ne lâcherai jamais la direction voix sur les jeux. Jamais, jamais. Merci. Pour cette dernière partie, on va élargir votre travail d'auteur, c'est-à-dire on va sortir du carcan exclusif du jeu vidéo. Et on va parler d'autres projets que vous faites, et notamment les projets que vous faites en réalité virtuelle. Comment on écrit pour la VR? Est-ce qu'on écrit comme on écrit pour le cinéma, comme on écrit pour le jeu vidéo? Est-ce que c'est encore autre chose? C'est encore autre chose. Et là, vraiment, je m'adresse à vous tous et vous toutes parce que c'est la VR, en fait, c'est pour l'instant, c'est un peu mésestimé par beaucoup de jeunes scénaristes et même les scénaristes en place. Mais il y a une vraie hybridation, alors plus qu'une hybridation, en fait. Le concept de remédiation dont on a parlé très vaguement, c'est quoi? C'est l'idée qu'un nouveau média s'inscrit toujours dans l'héritage des médias qui l'ont précédé. Donc, typiquement, la VR, c'est un peu une hybridation du cinéma et du jeu vidéo. Mais c'est pas pour autant un hybride simple entre cinéma et jeux vidéo, c'est un nouveau média. Donc il y a des nouvelles choses qui se mettent en marche. Typiquement, quand le cinéma est arrivé, comme vous le savez très bien, c'était une remédiation de la photographie du théâtre. Et donc du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, le montage. Et donc le montage s'est inscrit comme un outil inhérent au cinéma. Maintenant, on envisage le cinéma avec le prisme du montage. La réalité virtuelle est encore dans cette phase de remédiation qui est plus ou moins longue, hein. Et donc, la réalité virtuelle, les gens qui travaillent en réalité virtuelle cherchent des scénaristes, alors soit de cinéma, soit de jeux vidéo. Ils ont tendance à aller plus vers les scénaristes de jeux vidéo parce qu'ils comprennent mieux l'interactivité, comprennent mieux le rapport en fait entre une personne et une interface. Et donc, ce qui se passe concrètement quand on est dans un univers qu'on peut maîtriser d'une certaine manière. Et comment est-ce qu'on peut mettre au service de la narration typiquement ou de la réalisation des outils interactifs. Et la réalité virtuelle a cet outil vraiment spécifique qui la différencie des autres, c'est ce qu'on appelle l'embodiment. Alors le terme en français, je ne sais jamais comment mais l'embodiment, c'est l'incarnation au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'on est l'objet ou la personne qu'on incarne donc dans un dispositif en réalité virtuelle. Et ça, c'est un outil en soi, c'est-à-dire que le jeu vidéo ne nous permet pas ça. On va se retrouver avec une manette, avec un clavier, on a une interface entre les deux. La réalité virtuelle gomme cette interface-là. Donc comment est-ce qu'à partir de ça, on peut créer des histoires qui ne seraient pas racontées autrement, donc qui n'irait pas sur on appelle ça un flat screen, mais sur un écran plat comme le cinéma ou le jeu vidéo pareil, qui doivent absolument être écrites pour la réalité virtuelle et pas pour un autre média. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. C'est
plutôt compliqué dans la plupart des productions de réalité virtuelle parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui s'inscrit. Si, il y a des gens qui commencent vraiment à se spécialiser en réalité virtuelle, mais c'est pas encore acté. Comment est-ce qu'on écrit pour la réalité virtuelle? Donc on cherche beaucoup. Il y a beaucoup de R&D en réalité virtuelle et moi j'aime beaucoup ça. Il y a des gens qui font des expériences assez exceptionnelles et à partir de là, on se dit ah ça c'est intéressant, on va tirer le fil, on va voir jusqu'où on peut aller, en utilisant donc, encore une fois, cet outil qui est l'embodiment. Comme dans le jeu vidéo, on utilise l'interactivité, donc l'input, ce qu'on fait, l'action dans un jeu, c'est un outil narratif. Donc voilà, on écrit en prenant ça en compte au maximum. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident du tout. Donc vous travaillez sur vraiment des typologies de projets très très différentes. Et comment, entre théâtre, jeux vidéo, etc., réalité virtuelle, et comment ça s'influence en fait les uns les autres? Est-ce qu'il y a pour vous quelque chose de transmédia justement là-dedans? Parce que vous avez fait des études en relation, donc comment ça se gère? Alors oui, et puis en plus, moi je viens. Avant le cinéma, c'était vraiment la littérature, et c'est toujours maintenant la littérature, vraiment le cœur de, enfin ce que j'aime le plus. Donc les mots. Et je pense, moi je suis persuadée en tout cas que, alors d'un point de vue purement personnel, je m'enrichis énormément d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Quand je suis arrivée dans la réalité virtuelle, je connaissais rien du tout. J'ai appris énormément en réalité virtuelle, mais j'ai aussi apporté un bagage jeux vidéo et cinéma qui était hyper important. On parlait de direction d'acteurs. Je pense que j'aurais pas pu faire de la direction d'acteurs si j'avais pas fait du théâtre avant avec ces comédiens-là et je sais pas combien de courts-métrages fauchés que j'ai fait. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai apprises dans d'autres médias et qui m'ont servi sur des médias différents. Et typiquement, l'écriture de dialogue, dans le jeu vidéo, on écrit très très vite et justement, il faut itérer très très vite. Ça, quand je suis revenue à l'écriture de nouvelles qui m'avait bien manqué, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup moins de temps à écrire des premiers jets parce que j'avais appris à aller vite parce que contrainte de temps. Et donc c'est très bien, on a un premier jet, maintenant on va retravailler, reprendre le temps. J'ai changé mes méthodes de travail aussi. Donc on s'enrichit d'un point de vue vraiment professionnel et d'un point de vue réseau, c'est très transversal tout ça. Les comédiens par exemple, alors en France un peu moins, mais beaucoup en Angleterre par exemple, passent énormément du doublage de jeux vidéo au théâtre, au cinéma, à la télévision, etc. En France, malheureusement, pendant très longtemps, c'était assez mal vu de faire de la télévision quand on faisait du cinéma. Et bref, ça, heureusement, ça commence à passer quand même. Mais voilà, c'est très transversal. Donc les gens se connaissent. Voilà, je parlais du comédien qui m'a aidé à trouver ce premier travail à Ubisoft. Voilà, c'est du réseau, c'est des gens qu'on connaît. Donc tout ça, évidemment que ça sert le réseau au bout d'un moment. Et là, j'insiste, le réseau, c'est pas un tel connaît un tel et donc il va me donner une. Non, c'est pas ça. C'est un tel a déjà travaillé avec moi et un tel a déjà travaillé avec moi. Et donc, les deux vont faire que je vais pouvoir rentrer à tel endroit parce qu'ils connaissent mon travail. On est recommandé, en fait. Le réseau devient organique. Ça, c'est important à comprendre. Donc oui, d'un point de vue hybridité aussi, ça, c'est l'hybridité du réseau, c'est hyper important. Et puis surtout, en fait, il y a des moments où, encore, j'ai dit déjà que j'avais vraiment pas gagné ma vie. J'ai fait plein de petits boulots pendant 8 ans avant de commencer à gagner ma vie de l'écriture. Donc se diversifier, faire plein de choses sur plein de médias différents, ça permet aussi de s'assurer que qu'il y aura toujours du travail. Et là, pour l'instant, je voulais toucher du bois, mais il n'y en a pas. Je ne cherche plus. Enfin, pour moi, c'est une chance monstrueuse d'être confortable maintenant. Mais ça m'a pris du temps et ça m'a pris du temps de développer aussi tous ces réseaux différents qui finalement sont pas si différents puisqu'on parle de raconter des histoires et c'est pour ça que j'aime bien dire que mon métier c'est de raconter des histoires, peu importe le média. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup à partagé votre Merci expérience. Oui, merci. On peut vous applaudir quand même. Merci à vous, merci. J'aimerais également remercier notre collègue de 3IS Lyon, Laetitia Groux, si on peut l'applaudir aussi. Merci Laetitia. Voilà. Laetitia a joué un rôle majeur pour l'organisation de cette masterclass, donc merci Laetitia. On vous souhaite une très bonne soirée, merci encore Sarah, et à bientôt pour une nouvelle masterclass. Merci.